Eh bien, bonjour à toutes et tous. Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast. Donc, on se retrouve aujourd'hui à l'AMJ pour parler du thème de En avant les droits des enfants et des jeunes. Aujourd'hui même, le samedi 13 décembre, nous fêtons à l'AMJ les droits des enfants. Il y a plusieurs activités sur toute la journée pour les enfants et les jeunes de 0 à 18 ans. Alors, le sous-thème d'aujourd'hui parlera de la parole des jeunes, qui est une émission qui, du coup, permet de rebondir sur les épisodes précédemment sortis sur notre chaîne YouTube, où justement nous avions été enregistrer des épisodes à la Maison de Jeunes de Ransart, qui parlaient aussi de plusieurs thèmes, dont la parole des jeunes, la santé mentale, les droits en Belgique et dans le monde. Et du coup, aujourd'hui, ça nous permet de rebondir sur ce qu'ils ont dit, sur leurs avis, sur leurs différentes réponses, et d'en débattre et d'en discuter ensemble. Et bienvenue à vous, je suis content que vous ayez accepté l'invitation et je vais vous laisser vous présenter, je vous en prie. Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup de cette opportunité que je trouve super chouette. Je m'appelle Laetitia Haddad, je suis de la région de Mons. Alors je suis là dans le cadre de mon mandat de déléguée ONU au sein du Forum des Jeunes. Le Forum des Jeunes, c'est quoi ? C'est le porte-parole officiel des jeunes entre 16 et 30 ans, Fédération Wallonie-Bruxelles. Et donc j'ai un mandat de déléguée ONU, ce qui fait que je représente la parole des jeunes belges au niveau national et international. Voilà, et pour un petit peu plus d'informations sur ma vie privée, j'ai fait un bachelier en sciences humaines et sociales à l'UMONS et un master en relations internationales. Voilà. Super, merci beaucoup. Vas-y. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Louis Beauvalentin, j'ai 23 ans. Alors tout d'abord, je voulais également aussi remercier la Maison de Jeunes pour cette invitation et aussi féliciter cette initiative que je trouve vraiment merveilleuse, le fait de mettre en avant la parole des jeunes et d'inviter des jeunes pour pouvoir débattre et s'exprimer. Mis à part ça, donc me concernant, donc je suis actuellement en fin de master en sciences politiques à l'Université catholique de Louvain. Je travaille également à mi-temps au Parlement wallon en tant qu'assistant parlementaire. Et alors, j'ai été invité aujourd'hui dans le cadre de mon mandat de conseiller communal à Fontaine-l'Évêque. Donc voilà, j'ai eu la chance d'être élu conseiller communal à Fontaine-l'Évêque l'année dernière. Et donc, c'est une immense chance de pouvoir représenter la jeunesse au sein de notre entité fontainoise. Super, merci. Bonjour, moi c'est Asseini Bilel, j'ai 22 ans, j'habite ici à Fontaine-l'Évêque. Déjà, je vois ici que je suis entouré par pas mal de beaux monde, c'est intéressant. Je remercie aussi la Maison des Jeunes de me donner une opportunité de m'exprimer sur un sujet tel qui va être abordé aujourd'hui. Pour mon domaine privé, je suis jeune, j'ai un job étudiant dans un fast-food, je suis en business international en première et je réalise pas mal de projets, etc. sur le côté. Super, merci beaucoup. Du coup, on vous a invité aujourd'hui pour parler de la parole des jeunes, un sujet parfois un peu pas assez mis en avant et évidemment super important. Comment vous est venue l'envie de faire entendre votre voix ? Et évidemment, comment est-ce que vous faites pour la faire entendre au quotidien ? Je ne sais pas qui veut prendre la parole, qui veut s'exprimer en premier là-dessus. Il n'y a pas de souci. Allez, je vais me lancer. Alors, comment m'est venue l'envie de vouloir porter la voix des jeunes ? Mais tout d'abord, cette envie, elle m'est venue assez naturellement. Alors, tout d'abord, il y a le fait qu'en fait, les décisions qu'on prend, elles vont impacter les jeunes directement. Et je pense qu'on ne peut pas prendre des décisions sans prendre en compte la voix des jeunes lorsqu'on prend ces décisions. Par ailleurs, c'est aussi une histoire un peu personnelle parce que de mon histoire avec mon père. Mon père a toujours été une personne extrêmement impliquée au sein de son entreprise en tant que délégué syndical et dans ses actions au quotidien. Et il m'a toujours aussi inculqué cette faculté, cette envie à vouloir représenter les autres, à défendre les autres. Et donc, c'est aussi par mon histoire familiale que je me suis dit que j'allais m'engager pour pouvoir, en quelque sorte, porter la voix des jeunes, mais pas seulement. Et alors, comment je le fais au quotidien ? Ça passe par plusieurs choses. Tout d'abord, il y a mon engagement politique. Et comme je l'ai expliqué juste avant, je suis conseiller communal. Et donc, à ce titre, je peux porter une voix à l'échelle de ma commune pour pouvoir défendre des idées, défendre des projets. Ensuite, il y a aussi mes engagements en termes associatifs. Donc, je suis également actif, notamment dans différentes associations, telles que des comités d'organisation de ma commune, dans des organisations étudiantes, et par tout un tas d'autres activités. Et donc, je pense que la volonté de représenter les gens et de porter la voix des jeunes, elle peut se faire de diverses manières, et c'est ce que j'essaie de faire au quotidien. Ouais, c'était vrai, je suis très d'accord, je suis vraiment d'accord avec toi sur le fait il y a vraiment plein de façons de la porter, de la faire entendre. Ça, même les jeunes l'ont dit eux-mêmes dans les précédents podcasts qui traitaient de ce sujet de la parole des jeunes. C'est vrai. Je t'en prie.
Alors, de mon côté, c'est vrai que j'ai toujours été assez timide. J'avais l'impression de manquer un peu de légitimité. Et au fur et à mesure de mes études, je me suis rendu compte que chaque avis comptait. Et je voulais avoir un aspect plus concret que juste ce qu'on apprenait à l'école. Et donc, je suis tombée sur le Forum des jeunes. J'avais pas forcément envie d'avoir de couleur politique, mais j'avais envie de donner mon avis sur plusieurs sujets qui touchent la jeunesse. C'est vrai qu'on ressent énormément de frustration et je me suis dit que je pouvais agir à mon échelle parce que toutes les politiques touchent les jeunes, que ce soit l'emploi, le logement, l'éducation. Et donc voilà, je pense que c'est super important d'inclure les jeunes, que c'est essentiel parce on fait partie de la société et c'est important de nous donner la parole. Et si on ne nous la donne pas, il faut la prendre. Oui, je suis évidemment. On ne peut pas vraiment contredire ça. Bilal, est-ce que tu veux rajouter un petit mot par rapport à ça? Je suis assez d'accord avec eux. Moi, personnellement, ça m'est venu comment? Plus jeune, j'ai toujours aimé participer à tout ce qui est table ronde, débat, etc. Toujours aimé écouter les avis des autres, les idées des autres et pouvoir moi-même peut-être rajouter un petit plus ou quoi. Que ça soit à l'école, à la maison des jeunes. Je suis longtemps venu ici quand j'avais entre 12 et 16 ans. Après, les jobs étudiants, etc. m'ont moins permis d'exercer ça. Excusez-moi, je suis un peu malade. Il n'y a aucun souci. Et du coup, voilà quoi, naturellement, ça a commencé par parler autour des tables, proposer des idées. Petit à petit, ça s'est dirigé vers des colloques, des idées, des initiatives citoyennes. Je me suis aussi engagé politiquement. Ça m'aide à pouvoir exprimer mes points de vue et participer à mon niveau à tout ce qui est développement culturel et surtout chez les jeunes. Et du coup, voilà quoi, le principal, c'est d'essayer de motiver les jeunes à s'exprimer, de leur montrer que même si les personnes plus âgées ont du mal à les écouter, il y a quand même moyen de porter ça. Je pense que c'est très important de faire le lien entre les deux. Et du coup, on essaye, en tout cas à mon échelle, j'essaye de ramener ma pierre à l'édifice et de participer un petit peu à la vie de ce pays. Très honorable, merci beaucoup. Merci. Dans un des précédents épisodes avec les jeunes qui traitaient de ce sujet, mais pas que, on a évidemment beaucoup parlé de l'école. Alors les jeunes, vraiment la plupart des jeunes sont revenus avec le fait que paradoxalement l'école est l'endroit où ils passent le plus clair de leur temps quand on est ado. Et finalement ils n'avaient pas l'impression d'être vraiment écoutés à l'école. Parce qu'ils relevaient certains problèmes, certains dysfonctionnements qui, en fait, pour leur bien, pouvaient améliorer leur vie et leur cadre scolaire. Et en fait, ils avaient l'impression de pouvoir s'exprimer, mais que cela n'aboutissait sur rien. Alors, je ne sais pas si vous, alors ça peut être évidemment très personnel, il n'y a pas de souci. Est-ce que vous avez connu ça, vous, dans votre parcours scolaire ou précédemment? Et alors, évidemment, j'aimerais évidemment votre avis là-dessus. Est-ce que vous trouvez ça normal? Et comment est-ce qu'on pourrait changer ça pour qu'en fait, la parole des jeunes, ok, super, ils peuvent s'exprimer, mais au moins que ça soit relayé, écouté, entendu, et qu'il y ait au moins des démarches qui soient peut-être faites pour remédier à ces problèmes et à ces petits trucs qu'ils osent dire. Déjà que c'est pas facile. Bilal, vas-y. Alors, moi, quelque chose qui m'a toujours assez choqué, c'est en école secondaire, on a les délégués. Ça, c'est maintenant que tu parles de ça. C'est revenu aussi sur la table. Ouais. Ça me vient là en tête, c'est le premier truc qui me vient en tête. On élit des délégués, c'est-à-dire qu'on essaye de motiver les élèves, oui, voilà, il faut un délégué, un sous-délégué, etc. Du coup, tout le monde propose des idées, tout le monde tique, tout le monde chaque. Enfin, voilà, on passe par un système de vote. Et au final, durant l'année, on n'implique pas les jeunes en question. En réalité, je sais même pas. J'ai été délégué de ma classe, mais ça m'a pas servi à quoi que ce soit. En réalité, ça n'a pas vraiment eu d'impact, quoi. C'était un titre qui n'était même pas reconnu. Enfin, je sais pas comment expliquer. Je pense que déjà, juste dans ce domaine-là, les délégués, on les élue, on essaye de les impliquer, etc. Mais il n'y a pas réellement de retour. Exemple, je sais qu'en France, quand il y a un délégué, il peut participer au conseil de classe avant les examens, enfin après tout ce qui est contrôle, pas contrôle, mais les bulletins. Ouais, c'est ça. Ils peuvent participer au conseil de classe et tout. Et du coup, plus qu'en Belgique, en tout cas, ils ont une voix à porter. Ça, c'est pour moi l'exemple le plus flagrant, c'est que pour moi, c'est complètement inutile d'élire un délégué quand on voit qu'on ne peut pas réellement plus l'impliquer que ça. Ouais. Et même dans la vie de manière générale, je pense que ça serait important que chaque commune, chaque ville, je me répète un peu, mais du coup que chaque ville puisse intégrer les jeunes d'une manière ou d'une autre dans le parcours de décision de projet. Bon, tout ce qui est budget, etc., je devine que les jeunes ne peuvent pas réellement y participer, mais quand on parle exemple de projets comme les Agora, je
pense que les jeunes ont leur voix à porter. Ici, on a construit une agora à Forchy. Ça faisait des années qu'on demandait ça. Et du jour au lendemain, elle a apparu. Et dans d'autres, comme à Fontaine, les jeunes se plaignent. Moi, j'ai beaucoup de retours où les jeunes me disent oui, ils ont construit une à Forchy, il n'y a quasi personne là-bas. Nous, à Fontaine, ça fait aussi longtemps qu'on attend, etc. Du coup, je pense que peut-être dans certains projets de communal, on devrait pouvoir intégrer les jeunes dans le parcours d'un projet. Même s'ils n'aient pas une voix décisive, au moins écouter leur avis, comme dans un comité de quartier, etc. Et de voir, de temps en temps, bêtement, autour d'une table, quelqu'un va proposer une idée que la majorité n'aurait pas pu penser. On dit souvent qu'aller seul, ça allait plus vite, mais quand on est nombreux, on va plus loin. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Ici, quand tu as parlé d'école, tu parlais des délégués. Tu relevais le fait que le délégué n'avait aucun poids, en fait. Et c'était un peu un titre qui ne servait pas à grand-chose. Et dans ce que les jeunes, je me rappelle dans l'épisode, certains avaient dit, dans une des jeunes invités qui était venue avec nous, elle était déléguée de sa classe. Et je me rappelle qu'elle avait dit un truc du genre, en fait, je reprends les feuilles pour les absents, quoi. Ce qui est un peu dommage, sachant qu'il y a tout système de vote, on élit quelqu'un en qui peut-être on a confiance, qui va peut-être nous représenter, machin. Et en fait, ça ne sert pas vraiment à grand-chose, quoi. Est-ce que toi, Valentin, tu avais eu aussi... Est-ce que tu as déjà eu ce sentiment dans le passé au niveau de l'école ? Alors, par rapport à l'école, la première chose que je voudrais dire, c'est que je pense, tout d'abord, je comprends effectivement ce sentiment, un sentiment de frustration en fait, que les jeunes peuvent avoir à l'école, de ne pas être entendus ou alors d'être entendus mais de ne pas avoir de retour concret sur ce qu'ils portent et sur ce qu'ils demandent. Par contre, je pense quand même qu'il y a certaines écoles, certaines structures scolaires qui, que ce soit en primaire ou en secondaire, essayent aussi de mettre en place des fonctionnements et des choses pour faire en sorte que les jeunes soient plus entendus et que leurs demandes soient en quelque sorte concrétisées. Et donc je pense que pour les écoles, les instituteurs, les professeurs et les directions qui tentent de mettre ces choses en place, il faut pouvoir aussi les soutenir et saluer ces initiatives. Et alors, concernant les écoles qui ont encore, on va dire, un peu plus de mal à mettre en œuvre ce genre de choses, comme je le disais, et comme tu le disais très bien, Laetitia, ça va créer un sentiment de frustration, en fait, chez les jeunes, et le sentiment de frustration, il est extrêmement mauvais. Parce qu'au plus ce sentiment de frustration va s'accumuler, il va s'agrandir, au plus les jeunes vont se sentir désintéressés de leur rôle. Et donc, Bilal, tu parlais du rôle de délégué de classe. Moi, je pense que c'est un rôle qui est extrêmement important et qui n'est absolument pas obsolète. En fait, c'est simplement un rôle qu'il faut pouvoir peut-être redéfinir ou mieux encadrer. Pourquoi ? Parce que quand on devient délégué de classe, c'est une forme de responsabilité. C'est une charge sur les épaules de l'élève. Et pour que l'élève puisse bien assumer cette charge, il doit pouvoir être formé et avoir les clés de compréhension afin de bien exercer sa tâche. Et donc, si on fait en sorte de bien former les jeunes qui veulent représenter les autres, de bien les accompagner et de leur donner la structure qui leur permet d'exercer cette activité, ensuite, ils pourront effectivement mettre à profit cette activité et avoir des résultats concrets. Et alors, le plus important aussi, je pense, dans la représentation des jeunes à l'école notamment, c'est aussi, et ça c'est peut-être une responsabilité aussi des directions et des professeurs, de faire valoriser le travail des délégués et des représentants des élèves auprès des autres élèves. Parce qu'il n'y aura rien de plus satisfaisant pour un élève que de voir les résultats de ses actions, Tout à fait. de voir ces résultats être valorisés auprès des autres élèves. Et de cette manière, ils vont trouver du sens à ce qu'ils font, parce que le plus important dans la représentation, c'est d'avoir un sens, de trouver du sens dans ce qu'on fait. D'accord avec toi. Et le fait de valoriser ces actions de ces élèves va leur donner du sens et leur donner envie encore plus de s'investir pour les autres. Et peut-être qu'en donnant plus de sens et en amenant du concret à leurs actions et à leur voix, peut-être que plus d'élèves voudront postuler entre guillemets à ce statut de délégué et que du coup ce sera pas parce que dans certaines classes c'est vrai que un jeune avait aussi dit qu'il avait été délégué de force entre guillemets parce que personne ne s'était présenté et la prof a pioché au hasard dans la liste. Toi tu seras délégué, oh non, parce qu'en fait ça manque de sens. Exactement. Pour eux. Et c'est dommage parce que du coup en plus quand t'es ado, si on te force à faire quelque chose, oh la flemme quoi. Exactement. Je pense alors que ça aide pas. C'est un peu l'effet miroir, hein. C'est en fait le fait de se dire, je vois que mes camarades font telle chose, je vois que leurs actions apportent telle chose, et donc moi, ça va me donner aussi l'envie de m'investir et de faire des choses. Ça va créer un cercle vertueux qui, au final, est positif pour tout le monde. Laetitia, on t'écoute. Oui. Je pense que c'est un sentiment qui est partagé par énormément de jeunes. Personnellement, j'ai aussi souvent eu l'impression que la participation des élèves existait surtout sur papier, mais que c'était pas quelque chose c'était assez limité dans la pratique. Et pourtant, il existe des outils super intéressants comme celui de délégué de classe, justement. Je
je pense qu'il faudrait un peu le revoir, peut-être lui redonner, le valoriser bien plus, comme tu l'as mentionné, Valentin. Il faut aussi montrer quel impact concret ça a sur la classe, sur le fonctionnement de l'école. Je pense que... je perds mes mots. Désolée. Il n'y a pas de souci. Oui, donc, ce que je voulais dire, c'est que oui, selon moi, donc, ça s'explique par une chose, c'est que l'école, c'est souvent un fonctionnement qui est très... c'est un système qui est très vertical. Et donc, les décisions viennent majoritairement d'en haut. Et les élèves sont rarement associés de manière significative aux choix qui les concernent directement. Et donc, pour éviter ce ressenti, je pense qu'il faudrait aller vers une sorte de véritable démocratie scolaire. Et concrètement, ça passe par plusieurs choses. Je peux mentionner évidemment le fait de former les élèves à la prise de parole, de pouvoir s'écouter, de pouvoir développer un avis, d'avoir un esprit critique, de donner un réel pouvoir de décision à ces jeunes sur ce volet de leur vie scolaire. Voilà. Et je pense que la transparence aussi, elle est essentielle pour construire la confiance. Je voudrais notamment mettre en évidence le fait que quand on montre pourquoi, comment, quand on explique, ça a beaucoup plus d'impact que juste dire non. Oui, bien sûr. Donc voilà. Je dirais aussi que la parole des jeunes à l'école, c'est pas seulement pour le bien-être à l'école, c'est aussi une manière de conscientiser ces jeunes qu'ils sont citoyens et citoyennes d'aujourd'hui et de demain, et c'est un peu les rendre capables de s'exprimer, de débattre, de s'écouter, et donc ça peut donner goût justement à la démocratie. Je peux peut-être rebondir sur quelque chose. Bien sûr, bien sûr. Alors, moi j'ai un avantage à Fontaine, dans l'entité, c'est que je suis fort resté en contact avec les jeunes. J'ai ce truc où la majorité des jeunes qui viennent ici, je les ai déjà vus, je leur ai déjà parlé. Ouais. Avec mon ancienne école, j'ai gardé énormément de contacts, que ce soit avec les profs, avec les jeunes. On va dire au niveau de la jeunesse, je suis assez bien connu à Fontaine. Du coup, j'ai souvent des retours de ce qui se passe un petit peu à droite à gauche. Je ne vais pas te donner de nom d'établissement, mais je sais qu'il y a une école à Fontaine où l'année passée, ils n'ont pas eu de voyage réto. Exemple, une autre école organise une soirée réto, alors que cette école en question n'en organise pas. Du coup, l'année passée, les élèves ont dû eux-mêmes organiser leur soirée réto à leur charge. Ils ont vendu des bics de leur côté. Ils ont dû faire des choses eux-mêmes, seuls, au lieu d'avoir un suivi de l'école, pour les accompagner dans ce projet. Exemple, cette année, ils risquent de ne pas avoir de journée réto. Moi, j'étais en 6e secondaire. La journée réto, c'était incroyable. On était tous oui, bien sûr. Je pense que c'est un bon souvenir, on est déguisés, on fait des vidéos, etc. On s'en rappelle même des années après. Moi, personnellement, chaque année, je retombe sur les 1 an jour pour jour, 2 ans jour pour jour, etc. Du coup, c'est toujours de me dire « Ah, c'est vrai, il y avait telle personne dans ma classe, on rigolait. » Enfin, bref, c'est énormément de souvenirs. Et actuellement, l'école en question, ils sont vraiment arrivés dans un dialogue où c'est fermé. Les jeunes, on leur dit « Voilà, pas de soirée réto, pas de voyage réto, pas de bal réto. » Et du coup, moi, quand je les entends, ils parlent énormément de frustration et tout. Et actuellement, j'essaye de les accompagner pour organiser leur soirée réto. Et voilà quoi, ce que je voulais revenir à ton sujet à toi, c'est que ça peut être frustrant. Et là, actuellement, les jeunes, ils ont plus une certaine colère au niveau de leur direction que d'avoir une communication, de se dire, OK, pourquoi ça? Et est-ce qu'il n'y a pas moyen d'adapter ça? L'année passée, ils ont fait une journée réto. Ils se sont, à la fin de journée, c'était limite, tout le monde était disputé, etc. Pourquoi vous l'avez fait? Vous n'avez pas d'accord? Vous l'avez fait de force, etc. Enfin, du coup, ça met une tension qui est pour moi inutile et qui va juste créer une frustration et ça va créer une genre de déchirure entre les élèves et le pouvoir organisateur de l'école. Ok, merci. Je pense qu'on a fait le tour. Alors, je cite, hein. Les jeunes sont fainéants, ils ne veulent pas travailler, ils sont incultes et sans expérience. Alors, ce sont des phrases qu'il n'est pas rare d'entendre dans la bouche des anciennes générations sur la jeunesse de maintenant. Est-ce que lors de votre parcours, vous avez déjà été confronté à ce genre de remarques? Ou alors, en tout cas, est-ce que vous vous êtes déjà senti rabaissé ou dévalorisé? Alors, ça peut être dans le cadre de votre travail ou pas forcément, hein, entre guillemets, tout au long de votre vie, concernant du coup votre âge. Dans le sens où vraiment, là, ici, comme on est dans le thème de la parole des jeunes, on ne se met pas à leur place dans la moyenne de leur âge, vous voyez, un ado moyen. Ou, eh bien voilà, quand ils ont la chance de pouvoir parler et donner leur avis, eh bien en fait, soit ils ne sont pas écoutés, soit ils sont complètement décrédibilisés par certaines personnes, ce qui du coup, en fait, à un moment donné, après ils abandonnent, ils ne prennent même plus la peine en fait de prendre la parole. Laetitia, si tu veux dire quelque chose?
Oui, je pense que ça s'explique notamment par la peur du changement. Et au final, c'est un bon signe. Ça veut dire qu'on évolue, le fait d'avoir ce genre de critique. Mais aussi, je pense que ça se traduit aussi par une méconnaissance profonde des réalités des jeunes auxquelles on est confronté aujourd'hui. Je pense qu'on peut notamment citer la précarité étudiante, l'accès au logement, la crise climatique qu'on est en train de vivre, la pression sociale. J'ai l'impression, rien à voir avec les générations précédentes, quand eux avaient notre âge. Je pense que les jeunes sont souvent jugés avec une grille de lecture qui est plus d'actualité. Je pense pourtant que les jeunes ont énormément apporté. Ils ont de la créativité, ils ont une forte capacité d'adaptation. Ils ont, je le vois, un sens aigu de la justice sociale. On voit ça avec ce qui se passe actuellement dans le monde. Donc moi, je trouve que ces qualités sont trop souvent invisibilisées, minimisées dans le débat public. Et je trouve ça malheureux. Après, et vous l'avez mentionné, enfin tu l'as mentionné, le fait qu'on critique à chaque fois ce que les jeunes font, il y a un danger, c'est qu'en fait, ils perdent l'envie de vouloir s'exprimer, ne se sentent plus légitimes, disent que ça ne sert plus à rien. En fait, ils s'éloignent progressivement des espaces participatifs, qu'ils soient politiques, qu'ils soient professionnels, qu'ils soient citoyens. Et en fait, il faudrait vraiment reconnaître la valeur et les compétences des jeunes. C'est pas un cadeau, c'est pas un privilège, c'est un droit, c'est une nécessité pour construire une société qui est plus juste, qui est plus inclusive pour notre avenir. Voilà. C'est vrai que tu as remonté un truc super important, le fait que ça pouvait peut-être faire naître une certaine distance ou faire une cassure avec parfois du coup les remarques de certaines personnes qui parfois sont plus âgées, alors que ça soit par rapport aux ados, des jeunes adultes, des adultes ou des personnes plus âgées. Et comme tu as dit, c'est vrai qu'il y a peut-être une différence de réalité. Le monde évolue tellement vite maintenant, tous les 5-10 ans, tout notre mode de vie change. Et du coup, c'est vrai qu'on ne se rend plus compte de la réalité d'un ado de maintenant. Et du coup, c'est vrai que les remarques peuvent ne plus avoir de sens. Elles ne sont plus du tout légitimes. Et oui, c'est vrai que tu as parlé de démotivation dans le sens où le jeune ne parlerait plus. C'est dommage. Un jeune... Évidemment qu'il a des bonnes idées, il a des idées auxquelles on ne pourrait pas penser, on n'aurait pas pensé à ce moment-là. Et en fait, tout est bon à prendre. Déjà, il s'exprime, c'est génial, c'est déjà parfois pas évident. Donc évidemment, c'est sûr que si on le décrédibilise, c'est pas ouf, quoi. Valentin ? Oui, tout à fait. Je voudrais continuer sur ce que vous êtes en train d'évoquer, le fait que ces remarques, telles que les jeunes sont trop fainéants, elles peuvent créer une cassure en fait entre les générations. Et en fait, je pense que là, il y a vraiment un enjeu qui est en fait sociétal et qui est sur les épaules, la responsabilité de tout le monde, c'est de rassembler les gens. En fait, dire que tous les jeunes sont fainéants, ce n'est pas vrai, ce n'est absolument pas vrai, et ça va avoir tendance à cliver les débats et à diviser la société. En fait, ce qu'on se rend compte, c'est que, je pense, chaque génération va peut-être avoir une tendance à idéaliser le passé, la génération dans laquelle elle a vécu, dans laquelle elle a grandi, et ça, je pense que c'est une erreur. Moi, je pense que chaque génération a ses qualités, a ses défauts, et l'évolution, il faut pouvoir l'analyser sur un temps long et d'une manière très globale. Je pense qu'il y avait des choses qui avant existaient et qui n'existent plus parce qu'elles ont évolué, et c'est très bien, il y a des évolutions qui sont très bien. Il y a aussi des choses qui évoluent dans notre société qui ne vont peut-être pas dans le bon sens, et c'est aussi notre responsabilité de devoir en débattre pour pouvoir faire en sorte de minimiser les effets néfastes de ces mauvaises choses. Et donc je pense que l'important, c'est quoi ? C'est que chaque génération puisse se rassembler et discuter. Et c'est pour ça aussi que les jeunes doivent avoir une place dans le débat public, que ce soit dans l'associatif, dans le politique, parce que confronter les idées des jeunes qui ont vécu dans une génération particulière et les idées des générations plus âgées qui ont vécu dans une société différente, ça va permettre de faire en sorte de faire corréler les avantages de chacune et de proposer des solutions qui finalement conviennent à tout le monde. Et je pense que c'est vraiment l'enjeu à l'heure actuelle, c'est plus que de cliver les débats, ils le sont déjà énormément et c'est extrêmement regrettable. Il faut pouvoir remettre tout le monde autour de la table et se dire, si on prend une décision commune, c'est pour tout le monde. C'est pour les jeunes, mais c'est aussi pour les générations futures. Clairement. Vas-y. Si on prend une décision, c'est pour les jeunes et aussi pour les générations plus âgées.
Bilal, tu veux dire un petit mot là-dessus? Moi, je vais poser une question. Est-ce qu'il n'y a que moi qui pense que les nouvelles générations osent plus que les précédentes? Je sais pas si tu- Totalement d'accord. j'ai- Oui. J'aurais tendance à dire oui. Oui. Vous avez tendance à dire Ouais. oui, Valentin? Je pense. Je pense aussi. Ouais. Je pense que le fait que maintenant on ait accès à ce que je tiens en main actuellement, c'est-à-dire un téléphone, ça nous a permis de beaucoup plus facilement s'exprimer qu'avant, de mieux connaître les informations, enfin de voilà quoi. On a une plus grande facilité à communiquer, à voir l'information et voilà, tout le monde poste, etc. Enfin bref, voilà, on a une grande facilité par rapport à ça. Du coup, j'ai l'impression que les jeunes osent plus à parler, même si c'est pas forcément en public. Sur les réseaux, je trouve qu'il y a énormément de personnes qui parlent, qui postent, qui ripostent, qui publient des vidéos par rapport à l'actualité mondiale, par rapport à l'actualité nationale, etc. Du coup, déjà, je pense que les jeunes actuellement osent plus que les anciennes générations. Et j'ai l'impression que tout le monde autour de moi est d'accord. Aussi, dire que la jeunesse est fainéante, je pense pas. Je pense que la jeunesse, il faut surtout l'intéresser. Il faut, comme on l'a dit juste avant, la faire participer parce que quand on est passif à une information, en général, on retient plus ou moins 15%. Je fais un projet sur le côté, c'est pour ça que je suis au courant de ce chiffre. Mais du coup, quand on est passif à une pub, à une écoute, etc., on retient plus ou moins 15% de tout. Alors que quand on est actif dans une information, enfin, qu'on pratique quelque chose, on monte à plus ou moins 80% d'après les études que j'ai vues. Du coup, juste déjà pouvoir faire intéresser les jeunes à tout ce qui est actualité, prendre des décisions autour de la table, etc., ça va faire en sorte de déjà enlever cette idée de se dire que la jeunesse est fainéante. Non. Dans ce cas-là, on est tous fainéants. Quand on n'est pas intéressé par quelque chose, on fait quoi? On se donne pas à fond et je pense que tout le monde est d'accord avec ça. Alors, il faudrait peut-être trouver un moyen de pouvoir dire aux jeunes, voilà, aujourd'hui, on va essayer de vous faire participer, car c'est des décisions qui vont peser sur votre futur, sur vos enfants, sur vos petits-enfants. Comme ça, d'office, de eux-mêmes, ils vont plus Ouais, s'investir, quoi. s'investir voilà, Ouais, autour ouais, tout à des fait. sujets. On est là, on parle de politique. Les jeunes, ils sont jeunes, ils n'ont pas forcément tout le savoir qu'un plus âgé a. Ça, on pourra dire ce qu'on veut. Une personne qui a 30 ans a plus de savoir que quelqu'un qui a 20 ans. Il a 10 ans en plus d'existence. Je trouve que c'est énorme. Alors, anarchie, catastrophique, discussion et mauvaise gestion, ce sont les mots choisis par nos jeunes lorsqu'on leur a dit politique. Pouvez-vous nous donner le vôtre? Ah, celle-là, Celle-là, sans préparation, ouais. Très importante, celle-là. Si tu as l'air si motivé, Valentin, à Vas-y, toi l'honneur. je t'en prie. Allez, tout d'abord, ça c'est un sentiment que je peux comprendre absolument de la part des jeunes, d'autant plus en Belgique. La Belgique, c'est politiquement une lasagne institutionnelle et c'est d'une complexité sans nom. Pour un si petit pays comme la Belgique, nous avons tout plein de niveaux de pouvoir, le niveau communal, le niveau provincial, régional, fédéral. Et en plus de ça, il y a encore le niveau européen qui impacte aussi les jeunes belges. Et donc, en fait, face à ces complexités, il est extrêmement difficile pour les jeunes de s'y retrouver et de pouvoir émettre un avis face à cette complexité qui est très, très, très difficile à appréhender. Si on n'a pas eu des bases, vraiment des bases solides sur le fonctionnement politique, sur le fonctionnement de la société, on a vraiment du mal à pouvoir comprendre comment notre petite Belgique fonctionne. Et donc, en fait, quand on voit les jeunes qui ont cet avis assez pessimiste par rapport à la politique, mais on peut les comprendre. Et donc là, je pense que l'enjeu, véritablement, ça je le pense sincèrement, c'est qu'il faut beaucoup mieux former nos jeunes Belges, particulièrement nos jeunes Belges, au fonctionnement de notre société en Belgique. Mieux leur donner les clés de compréhension de notre système politique, comment ça fonctionne, parce qu'en fait, pour le moment, il est beaucoup trop compliqué. Mhm. Et donc, si on leur donne leurs clés, et moi je pense que ça peut passer par la scolarité, Tout à par fait. des cours en secondaire, par des cours, voilà, des formations, c'est super important. Je pense que si on les forme mieux à la compréhension du système politique belge, ah ben, ils s'y intéresseront plus et ils pourront y émettre un avis qui les concerneront. Je suis d'accord avec toi sur le fait que le manque, le défaut de compréhension sur un sujet qui n'est déjà pas évident de base quand, entre guillemets, on veut s'y intéresser ou qu'on s'y intéresse un peu, c'est vraiment pas facile, quoi. Alors, surtout pour des jeunes ados qui se retrouvent avec une obligation parfois de s'y intéresser parce que, arrivé à un âge, il faut aller voter, on a des responsabilités en tant que citoyen. C'est pas facile, quoi. Nous, ici à l'AMJ, alors évidemment, sans en prendre parti, on en discute souvent avec les jeunes, hein, ils ont parfois des questions. On a déjà fait ici des genres de petits ateliers sous forme de workshop
pour leur apprendre pas comment bien voter, mais aussi en fait comment voter, comment bien voter, comment s'y intéresser, comment appréhender la chose au moins, pour essayer au moins de les aiguiller là-dessus. Mais oui, je suis entièrement d'accord avec toi sur le fait qu'en fait ça aurait vraiment ce serait vraiment quelque chose de bénéfique que ça soit en fait à l'école. Moi, je trouve ça logique. L'école, ça les forme aussi à la citoyenneté, au monde futur. Et je pense qu'on aurait tous à y gagner qu'ils apprennent ça à l'école, quoi. Totalement d'accord. Je vous rejoins sur ce point. On est tous d'accord, c'est cool. Oui. Mais je pensais aussi au fait qu'une des portes d'entrée, c'était l'école, parce que c'est obligatoire jusqu'à 18 ans. Et donc, tant qu'on est encore dans ce système scolaire, on peut attraper les jeunes et leur montrer pourquoi c'est important et voilà, et comment agir. Et je pensais notamment au cours de citoyenneté qui a remplacé le cours de religion. Exactement, je pense à ça aussi. Ouais. Donc voilà, expliquer le fonctionnement politique, mais surtout leur montrer l'impact que la politique a sur leur quotidien, parce qu'on tente à oublier, enfin, on oublie souvent, on est touché par toutes ces décisions et que c'est important et que si nous, on ne va pas voter, que si nous, on ne participe pas à cette vie démocratique, d'autres choisiront pour nous. Donc je pense que c'est important. Et puis la deuxième chose, c'est aussi de pouvoir créer des espaces qui sont sûrs, qui sont safe, bienveillants, pour pouvoir échanger, débattre, et pas que en période d'élection, en période de campagne, avant une élection. Je pense que c'est quelque chose qui doit se faire tout le temps, autant on a vu avant les élections, tous les médias se mettaient à faire des formats pour les jeunes, etc., parce qu'on avait autorisé notamment on avait mis en place le vote à 16 ans au niveau européen. C'est très bien de nous donner un droit en plus, on est content, mais alors il faut que ça aille de pair avec l'information. Comment s'informer, comment bien s'informer surtout, avec toute cette désinformation qu'on vit actuellement. Avoir cet esprit critique, ce recul nécessaire pour pouvoir faire les bons choix et poser un bon vote. Donc voilà. Et puis aussi, je trouve qu'on dit souvent que les jeunes ne sont pas intéressés par la politique, mais c'est faux. Déjà, tout est politique. Et on ne se rend pas compte que parfois, juste le fait de planter un arbre, c'est politique. Le fait d'avoir une opinion sur une certaine chose, etc., tout est politique. Et donc, voilà, je pense que leur expliquer que ça nous impacte directement et que voilà. Je me perds un peu dans l'explication aussi. Évidemment, tu as raison, ça touche à nos valeurs. Enfin, comme tu as dit, tout est politique, nos actions, nos ressentis, tout ça. Oui, ça c'est sûr. J'aurais peut-être encore une micro-chose à ajouter par rapport à ce sujet. Donc, tu disais notamment que les jeunes pouvaient voir la politique comme l'anarchie, la complexité, etc. Ouais. Moi, je pense que les politiques ont une énorme part de responsabilité dans ce sentiment. Pourquoi? Il suffit à l'heure actuelle de regarder un débat politique à la télévision. Bien souvent, je suis désolé de le dire comme ça, mais c'est parfois de la chamaillerie, quoi. On voit bien encore les animateurs politiques, ils ont du mal à gérer un débat parce qu'on se coupe la parole, parce qu'on ne s'écoute pas. Et en fait, effectivement, quand un jeune va regarder un débat politique à la télé, qui à la base est censé être quelque chose d'intellectuel, une confrontation d'idées dans le respect, c'est tout le contraire qu'ils voient. Et donc, effectivement, quand ils vont voir ces scènes-là, ils vont se dire que la politique, c'est de l'anarchie, que la politique, c'est du combat et c'est pas quelque chose de constructif. Et donc, je pense que là, franchement, les responsables politiques, et plus particulièrement les hauts responsables politiques qui sont fortement médiatisés et fortement exposés, ont un rôle important pour montrer une image de eux qui est responsable, qui écoute les autres et qui, lorsqu'elle est sur une scène de débat, n'est pas là pour défendre uniquement sa position, mais pour pouvoir chercher l'intérêt commun de tout le monde. Je pense que ça, c'est vraiment un enjeu qui est hyper important. C'est vrai qu'en tant qu'image et représentant, comme tu dis, ces chamailleries, ça perd un peu le côté débat et ça fait plus bataille ou guerre d'arguments où on se bouffe l'un l'autre et tout ça, alors qu'à la base, c'est pas ça. C'est pas censé être ça, quoi. Est-ce que je peux rajouter un mini truc? Bien sûr. Je trouve aussi que ce qui est important, c'est de pouvoir s'exprimer dans le langage des jeunes. Voilà, essayer de trouver un juste milieu pour pouvoir vulgariser ce que les politiques font. C'est peut-être pas seulement aux politiques de le faire, il y a aussi évidemment l'école qui peut être qui peut le faire, mais
Bon, après, on ne va pas mettre toute la charge sur les enseignants parce qu'on sait Non, bien actuellement sûr. que c'est... Mais Mais il y a plein d'autres, je veux dire, associations, Bien sûr. des maisons de jeunes, le forum des jeunes, des acteurs qu'il faudrait soutenir, en fait, dans ce genre d'initiative. Et j'avais une autre idée, mais elle est partie. Mais ce que tu viens de dire là, dans l'épisode juste avant où on parlait des droits des enfants en Belgique et dans le monde, on revient toujours à un moment donné sur le sujet de l'école, et on parlait du fait de, nous par exemple, l'AMJ, ce serait super intéressant pour nous, mais aussi pour les écoles, que nous, on ait un pied-à-terre dans les écoles directement. Parce que parole des jeunes va avec langage des jeunes. En fait, le problème de compréhension entre élèves, jeunes et tout ce que représente l'école, ils se parlent mais ils ne se comprennent pas. C'est ça le problème actuel. Tantôt on a parlé de délégués, on a parlé de voix, de problèmes, et les jeunes remontent des trucs, et en fait, rien qui change. Parce qu'ils n'arrivent pas à communiquer. Et ça, les jeunes nous le disent nous-mêmes. Ils nous disent nous, parce qu'ils viennent chez nous littéralement après l'école. Quasiment pendant 14 heures semaine, dans toutes nos heures d'accueil. Quand ils ont des problèmes à l'école, c'est chez nous qu'ils viennent en parler, parce que nous, on les écoute. Et on parle leur langage. Donc, on pourrait être alors, je donne nous comme exemple, il y a évidemment bien d'autres services, hein, voilà, évidemment, mais on pourrait être les parfaits médiateurs entre les élèves et les écoles. Ça pourrait peut-être régler plein de problèmes, régler plein de frustrations dont on a parlé tantôt. Ça pourrait être super intéressant. Tout à fait. Revenons sur la politique. On s'est éloigné encore sur l'école, mais c'est normal. Nos jeunes se sentent perdus concernant la politique nationale, fédérale, régionale ou même provinciale. Ils ne se sentent pas écoutés par ces élus. Ils pensent que la cible des partis n'est pas les jeunes et qualifient de bordel la politique nationale. Seule la politique communale leur paraît plus concrète. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a ressenti chez les jeunes qui nous disent vraiment. Comment expliquer ce fossé entre jeunes et politique aujourd'hui en Belgique ? Ça, on en parle souvent. Ici, à l'AMJ, aux accueils, les jeunes nous parlent beaucoup de leur commune, leur ville, leur village, leur entité, les nouveautés, les choses qui manquent. Ils sont vraiment conscients. Tantôt, tu as dit tout est politique. Je suis d'accord avec toi. Tu as dit que les jeunes, on pense qu'ils s'y intéressent pas. Mais en fait, ils s'y intéressent, et même parfois sans le savoir. Je suis vraiment entièrement d'accord avec ça. Et du coup, c'est vrai qu'ils nous relèvent parfois ces choses, malheureusement. Évidemment, c'est lié dans le thème de « ouais, mais on n'est pas entendu » ou alors on ne sait pas comment parler, on ne sait pas comment faire porter notre voix. Voilà, je ne sais pas comment est-ce que vous pouvez expliquer ce fossé. Est-ce que vous avez des pistes pour peut-être améliorer ça ? Je pense qu'il y a une hiérarchisation de la participation citoyenne. Parce que parfois, je pense que la participation ne se fait pas que institutionnellement, c'est pas que par le vote, par exemple. On peut totalement être actif à travers des mécanismes qui ne sont pas forcément officiels, du militantisme, des actions associatives, etc., ou au niveau local. Donc, je pense qu'il faudrait valoriser cette participation informelle, qui est parfois moins codifiée, qui est plus proche des jeunes, qui est plus proche de leur réalité. Je dirais que c'est une des pistes. Ouais, moins informel, quoi. Oui. Ouais, bien sûr. Ce qui peut peut-être casser une certaine gêne ou qui favoriserait peut-être une certaine aussi honnêteté de leur part, à être beaucoup plus naturels eux-mêmes. Et ouais, c'est vrai. Ben, je rejoins totalement ce que tu viens de dire, Laetitia. Et donc, je vais pas reformuler, mais franchement, je suis absolument d'accord avec ce que tu viens de dire. Et alors, par rapport à l'aspect où tu disais que les jeunes se sentaient peut-être plus concernés par, en tout cas plus représentés par l'aspect local plutôt que le niveau fédéral, etc., je pense que ça a trait au fait de la proximité entre le niveau de pouvoir et le citoyen. Le niveau de pouvoir communal, c'est le niveau le plus proche du citoyen. Je le sais bien, parce qu'en tant que conseiller communal, je le vis au quotidien. Bien sûr. Quand on vote au niveau communal, on vote pour des gens, en général, pour qui on a côtoyé, qu'on connaît personnellement ou quoi que ce soit. Et donc, il y a ce rapport-là, évidemment, quand on pense à des mandataires fédéraux, c'est des députés qui sont beaucoup plus loin en termes de proximité par rapport aux citoyens, donc c'est beaucoup plus difficile d'avoir accès à eux, de discuter avec eux. Et alors, par rapport au fait aussi de se sentir beaucoup plus proche des élus locaux, c'est aussi le fait qu'on puisse discuter. Moi, je me rends compte, avec mon cercle d'amis ou de connaissances, que pour beaucoup, il y a très peu d'intérêt pour le débat politique. Cependant, étant donné qu'on est amis, ça nous arrive souvent de débattre sur des sujets tels quels, comme tout un chacun le fait, un soir, entre copains ou quoi que ce soit.
Et en fait, le fait de parler avec quelqu'un qu'on connaît entre amis et d'amener des sujets politiques, ben en fait, les gens s'y intéressent en amenant ces sujets sur la table. Et donc, le fait d'avoir des gens de proximité avec qui on a des liens directement, ça nous pousse matériellement à discuter de sujets sociétaux avec eux et donc à s'intéresser à la politique. Et donc, c'est pour ça que je pense que le niveau communal, c'est un niveau qui reste primordial pour le citoyen. C'est un niveau dans lequel les gens se sentent concernés, se sentent représentés. C'est le niveau dans lequel il y a un ancrage pour les citoyens. Et je pense vraiment que ce niveau-là est un niveau vraiment à maintenir, à développer et à renforcer pour la représentativité citoyenne. Au tout début de ta prise de parole, tu as dit que c'était le plus petit niveau et finalement le plus fort. Tu vois ? Oui, dans le sens où c'était pas le plus bas, mais je veux dire, c'est là où tu es le plus en contact avec les citoyens, quoi. En fait, quand on regarde les statistiques et les sondages, pour les citoyens, le niveau de pouvoir dans lequel ils se sentent le mieux représentés, c'est le niveau communal, en fait. Ah ouais, ça m'étonne pas. Et donc, les statistiques le disent simplement, parce que voilà, on connaît tous notre bourgmestre, on connaît tous notre conseiller, on connaît tous notre échevin, d'une manière ou d'une autre, parce qu'on l'a rencontré dans un événement de village, parce qu'on l'a rencontré d'une manière ou d'une autre. Et il n'y a rien à faire. C'est pour ça que la présence aussi des politiques sur le terrain et dans l'associatif, ça reste aussi un enjeu primordial. Il ne faut pas qu'une fois qu'ils soient élus, ils soient enfermés dans une tour ou dans un bureau, comme on pourrait le dire un peu vulgairement. Il faut qu'ils puissent rester au contact des citoyens de plusieurs manières que ce soit, parce que ça va impacter le sentiment que les gens ont de représentativité par rapport à leurs élus. Ouais, vas-y, moi, Bilal. si je peux rebondir sur une chose, c'est que moi qui est impliqué politiquement, je trouve que, comme l'a dit Valentin un peu auparavant, on a énormément de niveaux de pouvoir. Et moi, de mon humble niveau, j'ai constaté que chaque niveau de pouvoir avait un enjeu différent. Exemple, le fédéral et le régional, j'ai l'impression qu'ils se rejoignent un peu sur pas mal de sujets. Comparé à la province, on a l'impression que les députés provinciaux, c'est comme des genres de mini-ministres. Ils doivent gérer, exemple, des zones de secours, etc. Et niveau communal, c'est voilà, tout le monde veut une meilleure commune, etc. Je pense que c'est pour ça que les gens se sentent plus proches de leur commune, parce qu'ils voient directement l'impact autour de chez eux et dans leur vie au quotidien, comme j'ai dit plus tôt, les agoras, les taxes communales, etc. Alors que les niveaux plus hauts de pouvoir, tout ce qui est fédéral, etc., c'est des choses, déjà, c'est des lois qui prennent énormément de temps à passer. Parce que voilà, quoi, il y a énormément de partis autour de la table, ça doit être des voix, ça doit être des coalitions, ça doit être des amendements, ça prend énormément de temps. J'ai eu la chance de participer à une mini-simulation parlementaire d'une semaine au Parlement fédéral. Du coup, j'ai pu, en quelque sorte, vivre cette expérience, de me dire, OK, voilà, on a un projet de loi, tel article, OK, on va poser tel amendement, quel parti est OK, le parti là, il est OK, mais il veut qu'on modifie ça. S'il ne modifie pas ça, il va... Enfin, voilà, Tu as vraiment assisté à la complexité profonde de la chose. Quoi. Oui, je peux vous dire que j'ai fait ça du lundi au vendredi. Je suis revenu chez moi vendredi 22h, j'ai dormi de 23h jusqu'à 13h le lendemain. Ah, je veux bien te croire. Ouais. Physiquement, tout allait bien, hein, mais mentalement, j'étais une lavette qu'on a vidée, on va dire. Du coup, je comprends les gens qui se sentent plus proches de leur commune parce que c'est des choses qu'ils voient directement, alors que dans les niveaux de pouvoir plus élevés, c'est des choses qui prennent énormément de temps parce que ça touche au national, c'est énormément de personnes à mettre d'accord. Et du coup, il faudrait peut-être mieux expliquer pourquoi il y a cette différence entre les différents niveaux. Un député fédéral n'a pas du tout le même impact qu'un conseiller communal. J'avais aussi envie de rajouter l'aspect représentativité. Est-ce que c'est le bon mot ? Représentatif ? Que les politiques nous ressemblent. Donc une sorte de représentation où on se retrouve dans nos politiques. Ouais. Parfois, on a l'impression qu'on est... Alors, je prends mon exemple. Étant une femme issue de l'immigration, enfin, mes parents ne sont pas nés en Belgique, parfois on peut aussi ne pas se reconnaître ou ne pas se sentir légitime de participer à cette vie citoyenne. Donc je pense que aussi avoir des gens qui nous ressemblent, ça peut briser des barrières au niveau de la participation. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et je parle d'être une femme avec des origines, mais ça peut aussi être les jeunes. Hein. Bien sûr. Il y a très peu de jeunes qui sont élus. On en voit quand même un petit peu de plus en plus, peut-être grâce aux réseaux sociaux aussi, qui se montrent.
Mais aussi au niveau fédéral, par exemple, je pense que... et ces personnes-là aussi prennent le temps de communiquer sur les réseaux sociaux, de vulgariser. Donc je trouve que c'est vraiment chouette et qu'on évolue, mais il reste du travail. Oui, ça c'est sûr. Les jeunes présents dans les précédents podcasts vont tous voter lors des prochaines élections. Alors, ils sont conscients de l'intérêt du vote, ils sont vraiment tous conscients de ça, mais certains ne se voient pas voter, malheureusement. Alors, comment leur faire prendre conscience de l'importance de leur vote et comment les motiver à faire ce geste citoyen qui, finalement, on en a un peu débattu là maintenant, c'est aussi pour eux. Alors, à différents stades, ça les concerne à une plus grande échelle ou plutôt vraiment localement. Mais ils avaient l'air de dire que malheureusement, ils ne se sentaient pas trop voter, quoi. Peut-être par rapport à ça, je pense que pour conscientiser les jeunes à l'importance du vote, il faut leur expliquer les enjeux face auxquels notre société est confrontée à l'heure actuelle. Donc là, ça va peut-être être un peu politique ce que je vais expliquer, mais en fait, on se rend compte que notre société change énormément et on se retrouve face à des enjeux énormes. Premièrement, parlons du dérèglement climatique. On le voit, le réchauffement climatique s'accentue d'année en année, et en fait, si on ne fait rien, on va droit dans le mur. Les catastrophes climatiques vont s'accentuer, il va y avoir des effets hyper néfastes et hyper dangereux pour toute la population dans 30, 40, 50 ans, et on en paye déjà les pots cassés maintenant. Donc si on ne fait rien, on en paiera les conséquences demain. Le marché du travail est en train de changer. On a une population qui est de plus en plus vieillissante, on a de moins en moins de population active par rapport à la population passive, et donc il y a un enjeu en termes de marché du travail pour faire en sorte que nos systèmes de soins de santé, nos systèmes de sécurité sociale et de pension soient soutenables sur le long terme. Je parlerai aussi des conflits géopolitiques. On se rend compte à l'heure actuelle que les conflits sont en train d'émerger partout dans le monde. Certains se résolvent, mais j'ai l'impression que beaucoup plus émergent. Et donc en fait, là aussi, il y a un enjeu. Les tensions géopolitiques sont en train de s'accentuer partout, et si on continue dans ce sens-là, on a parfois un peu l'impression qu'on va vers une catastrophe aussi géopolitique. Et donc, en fait, si les jeunes sont conscients des enjeux, des énormes enjeux auxquels on fait face à l'heure actuelle, après, ils se diront peut-être, là, effectivement, peut-être que la politique a un impact sur moi. Et alors, si elle a un impact sur moi, qu'est-ce que je peux faire ? Aller voter, c'est le premier geste. C'est le premier geste à faire. Évidemment, on s'intéresse aux partis, on s'intéresse au programme, mais on va voter pour des gens qui, demain, décideront pour nous. Et finalement, les décisions qui sont prises aujourd'hui, elles impacteront les générations demain. Et donc, si on ne prend pas en compte la vie des jeunes aujourd'hui par rapport aux décisions qui auront un impact demain, on ira droit dans le mur, je pense. Et donc, je pense que la première chose à faire, c'est de conscientiser les jeunes aux enjeux actuels, tout d'abord, pour les pousser à se rendre compte que, oui, le vote, c'est important pour eux. C'est intéressant de partir dans ce sens-là, dans le sens où on peut expliquer et montrer les problématiques pour du coup montrer que le vote est important et que les changements possibles ne peuvent se faire que si du coup ils votent et qu'ils donnent leur avis, quoi. Oui, c'est vrai, c'est super intéressant. Parce que du coup tu les plonges directement dans, entre guillemets, les problématiques et les enjeux actuels de la société, du monde et tout ça. Et là ils peuvent réfléchir sur l'importance de leur vote. Et du coup ils peuvent se rattacher à quelque chose qui partage leurs valeurs, quoi. C'est ça, absolument. Ouais, bien sûr, ok. Bilal, est-ce que tu veux... Je sais pas si réellement les jeunes, ils ne veulent pas voter, enfin, ils ne sont pas intéressés à voter parce que voilà, c'est un sujet qui ne les intéresse pas, ou si juste ils ne se sentent pas représentés par... ne trouvent pas leur... pas leur valeur dans différents partis. Il y avait... que je me demande. C'est super intéressant. Je pense que niveau géopolitique, et beaucoup plus de jeunes sont au courant aujourd'hui, comme j'ai dit un petit peu avant, que les jeunes osent plus. Quand j'ai dit que les jeunes osaient plus, j'ai pris le téléphone. Pourquoi ? Parce qu'ils sont plus au courant de ce qui se passe. Mm-hmm. Et la majorité des gens connaissent les conflits géopolitiques plus que nos anciennes générations, je pense. Du coup, je pense qu'ils sont quand même un minimum conscients de ce qui se passe autour du monde. Mais est-ce que le vrai problème, c'est que les jeunes ne se sentent peut-être pas représentés dans des partis ? J'ai énormément de personnes qui me disent autour de moi, ok, il y a l'UMR, ok, il y a le PS, ok, il y a Chic, ok, il y a Tchak, mais je me sens pas dedans. Du coup, je sais pas si la question c'est réellement, est-ce qu'ils connaissent pas l'impact de leur vote, ou justement qu'ils connaissent l'impact de leur vote, mais qu'ils veulent pas voter pour, comme on a déjà dit, le moins pire. Eh bien, c'est très intéressant ce que tu viens de dire, parce que
dans certains retours de jeunes qu'on a eus, il y a exactement ce que tu viens de dire. En fait, ils ne se sentaient pas vraiment appartenir à un certain parti, mais plutôt à se rattacher à plusieurs valeurs de... Voilà, en même temps, c'est le jeu de la politique, voilà, ça a toujours été comme ça aussi. Et du coup, eux, ils se disaient, dans le doute, pour pas, entre guillemets, ne pas être en accord avec mes valeurs ou ne pas mal voter, ils utilisaient ce terme, c'est pour ça qu'ils parlaient de... Voter pour le moins pire aussi. Voilà, c'est ça, c'est un terme qu'ils ont dit souvent. Eux, ils avaient lâché comme truc, en fait, moi, ce que je ferais, alors je cite les jeunes, ce qu'ils feraient, ce serait ne pas voter pour un parti, juste une boîte à idées, et ils donneraient directement la valeur en question ou l'idée qu'ils ont pour le changement qu'ils aimeraient faire, quoi. Donc, pas voter pour un parti, mais plutôt pour les différents points du programme. C'est ça, exactement. Ouais. Et du coup, ils avaient ce sentiment du coup, de ne pas être vraiment en désaccord avec le ressenti, quoi. Ok, imaginons 20 choses, ils sont d'accord avec 15, mais il y en a 5 où ils sont vraiment pas d'accord, et du coup, ça les ennuie de participer, entre guillemets, aux 5 avec lesquels ils sont pas d'accord, quoi. Valentin sera très honnête, tu fais partie d'un parti politique tout comme moi, tu peux pas dire que tu es 100% d'accord avec toutes les valeurs représentées par ton parti. Ouais, c'est compliqué. On se rattache juste au parti qui nous représente le mieux. C'est ça. Honnêtement, qui nous représente le mieux. Dans lequel on se retrouve le plus. On se retrouve le plus, voilà. Mais on n'est pas 100% d'accord avec les décisions. Non, je pense que ça, franchement, c'est impossible. C'est impossible. D'être en accord à 100%. Il y aura bien un point du programme avec lequel on ne sera pas en accord. Ça, c'est certain. Et ouais, je pense que Laetitia, tu peux parler. Oui, je voulais aussi peut-être parler de légitimité, parce que je pense que c'est aussi important. Parfois, les jeunes ne votent pas parce qu'ils ne se sentent pas légitimes de le faire, ou pareil pour pouvoir s'exprimer sur un sujet, etc. Et je pense que la légitimité, c'est pas quelque chose qui tombe du ciel, c'est pas quelque chose qui est inné, c'est quelque chose qui se travaille, qui s'apprend. Et donc, parfois, les jeunes se rendent compte savent que c'est un droit de s'exprimer, mais qu'ils doutent que leur parole ait un vrai poids. Encore une fois, je pense qu'on retombe dans tout ce qui est éducation à la citoyenneté, à la prise de parole, à pouvoir débattre, etc. Je pense que ce serait un gros avantage. Du coup, ça, c'est un domaine où je peux plus facilement m'exprimer. Je pense que les jeunes aussi, on leur donne pas assez d'opportunités au niveau culturel. Je vais développer. Moi, plus jeune, ce qui m'a permis d'être autant impliqué aujourd'hui, c'est tout ce que j'ai appris. Comment ? En allant, exemple, à la Maison des Jeunes, j'ai été à énormément de pièces de théâtre, à des musées, j'ai vécu énormément de choses qui m'ont permis aujourd'hui de forger la personne que je suis. Voilà, quand je regardais une pièce de théâtre, j'avais un avis qui était propre, j'ai pu me créer aussi une argumentation, me créer une vision de voir les choses, etc. Et je trouve qu'actuellement, que ça soit dans les écoles et tout, on ne développe pas assez le culturel. Moi, j'ai une phrase, pour moi, personnellement, je trouve que le savoir appelle le savoir dans le sens où je vais m'intéresser à un sujet, je vais regarder une vidéo, exemple un documentaire. Dans ce documentaire-là, ils vont parler de plusieurs points que je ne connais pas du coup. Ils vont dire voilà, en 1846 c'est passé ça, en telle année c'est passé ça, il y a eu tel crash, le nom de ce crash-là, c'est voilà, le crash boursier, c'est ça le nom. Et c'est des domaines que je ne connais pas. Du coup, quand j'ai fini mon premier reportage, je commençais à regarder les différents sujets. Un reportage sur chaque sujet, pardon. Et du coup, le savoir appelle le savoir. Et pour moi, les jeunes, actuellement, on leur donne pas assez de savoir. On leur fait pas assez participer à des choses culturelles. Voilà, les jeunes restent beaucoup sur leur téléphone, ce qui est d'un côté très positif dans le sens où au moins ils suivent l'actualité. Et d'un côté où c'est négatif, c'est que du coup, ils se ferment à des possibilités qu'on peut leur offrir dans des maisons des jeunes, etc. Exemple, pour moi, je trouve que des éducateurs de rue, quand j'étais plus jeune, il y en avait. Actuellement, il n'y en a plus. C'est pour moi extrêmement dommage qu'on n'aille pas chercher les jeunes. Voilà, les jeunes ne vont pas venir d'eux-mêmes. De temps en temps, malheureusement, il faut aller provoquer un petit peu ça et d'aller attraper les jeunes, leur proposer des activités, puis de là, évoluer sur peut-être du culturel, etc. Et pour moi, essentiel pour pouvoir créer leur vision de voir les choses, créer leur personnalité, créer les armes qui vont leur permettre d'évoluer plus tard, déjà dans tout ce qui mieux comprendre la politique, pouvoir se forger un avis par rapport à ça et pouvoir argumenter aussi leur point de vue. Ouais, tout à fait, je vois tout à fait ce que tu veux dire. Est-ce que vous voulez rajouter un complément d'information par rapport à ce dernier point ? Non, moi je suis du même avis et ce serait aussi intéressant de rappeler qu'on n'est pas tous logés à la même enseigne.
le fameux déterminisme social. Voilà, on l'a bien montré en sociologie, on n'a pas tous les mêmes préoccupations, on n'a pas tous la même vie. En fait, c'est pas une jeunesse, la jeunesse, elle est plurielle. Et ça, il faut aussi le prendre en compte quand on approche les jeunes, du coup. Mais je trouve que c'est super intéressant le point sur la culture. J'aime beaucoup. Voilà. Merci. C'est pour ça que j'ai parlé des éducateurs de rue. Oui. Est-ce que j'ai quelque chose à ajouter ? Non, je pense que tout a été dit. Voilà, je pense aussi qu'il faut vraiment valoriser l'envie d'exprimer ses idées et de pouvoir créer des espaces où on peut le faire en toute bienveillance. Et pour ça, il faut les financer. Il faut que ce soit une priorité, je pense. C'est clair, tout à fait, je suis d'accord. Et que la jeunesse, c'est pas les citoyens de demain, c'est déjà les citoyens d'aujourd'hui. On subit déjà les politiques c'est aujourd'hui. Vrai, donc, ça va vite. Donc voilà, on est les acteurs d'aujourd'hui. Voilà. J'ai juste une dernière idée. Je t'en prie, vas-y. Que je trouve importante. C'était pour en revenir au fait que tu disais que les jeunes ne se retrouvaient pas dans un parti, mais dans plusieurs partis. Et vraiment cette difficulté de se sentir représenté par un parti. Je pense qu'il y a quelque chose en Belgique qui a une grande influence sur ce sentiment, c'est notre système. En fait, on a un système majoritaire proportionnel. Donc, quand les élections ont lieu, on se retrouve avec une chambre des représentants qui est composée de autant de députés d'un parti, autant de députés, etc. Au lendemain des élections, ces députés des différents partis doivent discuter pour créer un accord de gouvernement et créer une majorité. Et une fois qu'ils créent un accord de gouvernement, ils doivent faire des compromis. Donc ça veut dire qu'en fait, les partis, ils ont présenté un programme avant les élections. Au lendemain des élections, lorsqu'ils vont rentrer dans un accord de majorité, ils vont devoir faire des compromis, devoir mettre de côté des choses qu'ils avaient promis, ou alors pouvoir justement obtenir des choses qu'ils avaient promis. Et donc en fait, le citoyen et le jeune aussi, au lendemain des élections, quand il va voir les décisions qui sont prises, il va se dire « moi j'ai voté pour ce parti-là » et en fait les décisions qui sont prises, c'est ça. Parce qu'effectivement, dans notre système où les partis doivent faire des compromis pour avoir une majorité, il faut pouvoir prendre un peu pour tout le monde. Il va falloir que ce parti puisse avoir cela, ce parti puisse avoir cela, etc. Et donc ça, je pense que dans notre particularité politique en Belgique, ça peut aussi créer une forme de distance parce qu'on se dit, en fait, au lendemain des élections, le parti-là, il avait promis tout ça, et puis au lendemain, ça, il ne l'a pas fait, ça, il ne l'a pas fait parce qu'il a dû faire des compromis avec les autres partis de la majorité. Et ça, je pense que ça a vraiment un trait au système politique belge. Mais bon, je pense que c'est important à prendre en compte. Oui, bien sûr. C'est une réalité aussi. Voilà, c'est une réalité, quoi. Il a mieux expliqué ce que j'expliquais tout à l'heure avec le pouvoir. En fait. Finalement, il a mieux expliqué que moi avec le fédéral, etc. Merci Valentin. Merci. J'ai des derniers petits trucs, des sortes de conseils pour pouvoir faire entendre sa voix. Ah oui, super, on adore. C'est cool. Voilà. Mais comme on l'a dit, il n'y a pas une seule manière de participer, donc je pense qu'il faut s'impliquer dans des structures qui sont existantes, des associations, des forums jeunesse, des mouvements citoyens, des comités consultatifs au niveau local, se former à la citoyenneté active, comprendre les institutions, les processus de décision, les outils de participation. Il faut multiplier les canaux d'action, il faut combiner le vote, mais aussi participation formelle, informelle, l'engagement des médias, les actions collectives. Et puis, il faut aussi, nous, aller chercher, je pense, la coopération avec les élus, pouvoir les rencontrer, pouvoir partager nos idées. Et voilà. Et puis, chercher des actions visibles et mesurables, des projets qui sont concrets, comme on a mentionné, l'impact au niveau local. Et donc, voilà. C'est tout. C'est une très belle conclusion. Et merci beaucoup pour ces infos. Et voilà, on ne dira jamais assez que, à nos jeunes, évidemment, et à nos gens qui écoutent, que la parole des jeunes, c'est important, ce sera toujours important. Écoutez-les, et pour les jeunes, n'hésitez pas à parler, n'hésitez pas à trouver quelqu'un pour avoir du réconfort. Alors, voilà, comme tu l'as dit, ça, il y a évidemment plein d'associations, d'ASBL, tout ça, qui sont là pour les jeunes. Merci à vous, en tout cas, d'avoir accepté l'invitation et d'être venu aujourd'hui sur cette émission pour parler des droits des enfants sur le thème plus spécifique de la parole des jeunes. Tous les épisodes sur les droits des enfants sont dispos sur notre chaîne YouTube de la Maison de Jeunes Casse Départ. Et on se retrouve pour un prochain épisode. Ciao! Merci pour l'invitation. Merci.